Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom alors que l'opposition maintient la pression sur son régime et demande son départ. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé annonce des pourparlers prochains avec l'opposition, un dialogue qui selon le président devrait probablement se tenir dans les semaines à venir, mais aucun calendrier n'a pour l'heure été fixé. À suivre également dans cette émission la production aurifère du Mali qui pourrait bien dépasser les prévisions initialement prévues avec une production qui pourrait atteindre 95 tonnes cette année, soit une augmentation de 40% par rapport à 2016. Et dans notre zoom culture et société, gros plan sur le musée égyptien du Caire qui expose des trésors jusque-là jamais vus de la célèbre tombe du roi Toutankhamon. Une exposition passionnante, vous allez le voir, et ça sera à la fin de cette émission. Voilà pour les titres, et pour en débattre sur ce plateau avec moi, Abdelkarim Yacoub Koudongoumi. Vous êtes le membre du pacte Le Projet pour une alternance crédible au Tchad. Bonsoir, merci à vous d'être avec nous. C'est un honneur d'être sur votre plateau. Sur ce plateau avec nous, Edmond Kadounou, vous êtes ingénieur en sécurité du bâtiment. Vous êtes également membre de la diaspora togolaise. Bonsoir, merci. Bonsoir madame. Et Jean-Marie Tallé, directeur général fiduciaire Fiscofin et responsable du pôle économique du club Efficience. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci. Et Dave Datal nous rejoindra tout à l'heure dans cette émission, mais on va commencer tout de suite par l'actualité politique. Mais tout d'abord, priorité à l'actualité, c'est l'effervescence, messieurs, au Zimbabwe qui vivait depuis le 15 novembre dans la plus grande incertitude. Alors que le Parlement examinait une procédure de destitution contre lui, le chef de l'État, Robert Mugabe, a présenté sa démission au Parlement. C'était il y a quelques instants. Le chef de l'État, Mugabe, qui était au pouvoir depuis 37 ans. Abdelkrim, c'est donc la fin de 37 années, comme je le disais, 37 années au pouvoir pour le président Robert Mugabe. C'est un tournant aujourd'hui pour le Zimbabwe. Le pouvoir pour Mugabe, mais le système Mugabe continue toujours malheureusement parce que pour moi c'est plus une bataille entre les différentes factions des éléments de Mugabe qu'une vraie alternance ou que vraiment un changement. Pour moi, peut-être ça viendra, mais ça montre bien un peu ce qui se passe un peu en Afrique en ce moment où des héros, des libérateurs arrivent qui finalement finissent toujours par s'accrocher et il a mal fini parce qu'il a été poussé dehors. Donc pour moi, c'est vraiment malheureux pour lui. Sinon, il aurait pu perdre la tête haute et par la grande porte. Jean-Marie Tallé, c'est une page historique. Là, le Zimbabwe tourne la page de l'ère Robert Mugabe. Non, tourner, c'est vite dit. Hein, c'est très vite dit. Le système, comme je viens de le dire, le système persiste. Le système va encore durer. Mais il a fait une sortie qui est très malheureuse. C'est pas une sortie qui était digne de quelqu'un comme Mugabe. Il a eu tout le temps et toutes les opportunités pour partir la tête haute. Alors, parti comme il est parti, à moins que ça ait été une stratégie qu'il ait mise en place et qu'il ait loupé la stratégie dans l'application de cette stratégie. C'est plutôt la stratégie des militaires. Peut-être, parce que quand il a chassé son vice-président, il est toujours resté en parfait contact, collaboration avec. Et les militaires, même qui le mettent de côté, on parle de coup de force, on ne parle pas de coup d'État, on parle des choses qu'on ne comprend pas très bien. Donc stratégiquement parlant, jusqu'à hier, Mugabe était pressenti encore pour présider au Conseil des ministres, je ne sais plus trop quoi, dans les mois qui viennent. Donc il n'était pas démissionné. Maintenant, il a démissionné. Bon, sorti comme il est sorti, pour 37 ans de pouvoir, il aurait pu faire mieux. Il avait eu le temps de faire mieux. Il y a d'autres comme ça aussi en Afrique qui ont eu le temps de faire mieux et qui ont eu des opportunités innombrables pour sortir la tête haute de manière honorable. Espérons que ça servira. Edmond Kadounou. Oui, bon, moi, de mon côté, je dirais que la sortie de Mugabe, pour moi, est une bonne chose. Bonne chose pourquoi? Parce que ma préoccupation première, c'est tout ce qui se passe après les changements de régime en Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans tous les pays où il y a eu un changement brutal de régime? La suite, nous la connaissons tous. Et ce que moi je souhaiterais pour nos frères zimbabwéens, c'est que ça se passe dans le calme. Surtout dans le calme. Moi, c'est ma préoccupation. Parce que l'Afrique est déjà trop en retard, trop pauvre pour qu'on assiste à certaines scènes de guerre ou de règlement de comptes. Tout ce que moi je dirais, c'est que Mugabe, il a tergiversé, mais après il est parti. Merci à lui. Moi, je lui dirais carrément merci d'avoir accepté de partir et que nos frères zimbabwéens
maintienne la cohésion afin que ce pays aussi ne sombre pas comme les pays que nous connaissons ces derniers temps. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir dans les images, mais c'est vraiment l'effervescence là ce soir au Zimbabwe. Je vais vous céder la parole, Jean-Marie Talley. Oui, et alors effectivement, il y a l'effervescence, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une maturité des Zimbabwéens par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'attente de voir partir Mugabe, donc quelle que soit la façon dont on voit aujourd'hui que Mugabe soit parti, il y a une certaine maturité de la population qui accepte, en tout cas qui le valide, et qui ne verse pas dans, comme il vient de le dire, et qui ne verse pas dans des violences, ou en tout cas pour ce que nous voyons, pour ce que nous savons, qui ne verse pas dans les violences, qui ne verse pas dans des guerres inutiles, qui ne verse pas dans les désordres sociaux inutiles. Et c'est ce qu'on demanderait, c'est ce qu'on souhaiterait pour la plupart de nos pays africains. Alors, les Zimbabwéens étaient véritablement prêts, veulent vraiment tourner la page. On sent qu'ils étaient prêts, ils étaient prêts à tourner la page. Maintenant, il fallait qu'ils soient aussi prêts à accepter que le système, qu'on change le système, et qu'avec eux, qu'on change et qu'on modifie ce système pour aller vers les meilleurs. Parce que l'Afrique aspire à avoir des meilleurs systèmes. Et ça, c'est possible. La situation des Zimbabwe, c'est l'Afrique en miniature, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est très important que les Africains puissent en tirer les leçons. Parce qu'on a vu tout au long du déroulement de cet événement, la position des institutions africaines ou internationales qui disent que voilà, on condamne si c'est un coup d'État, on ne veut pas la prise de pouvoir par la force, alors que l'aspiration du peuple, c'est le peuple qu'on voulait le départ, et les militaires qui ont la sagesse d'accompagner ce peuple-là. Je crois que c'est très constructif. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est de poser la question, c'est le lendemain de tous ces événements-là. Est-ce que c'est une victoire d'une faction du ZANU-PF qui prend le pouvoir et qui va continuer parce que c'est des faucons. Hein, et visiblement, le Zimbabwe s'achemine vers ces scénarios-là. Voilà. Ou bien maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que maintenant, il y aura une vitalité démocratique? L'opposition va vraiment pouvoir s'exprimer, la société civile et les journaux, la liberté d'expression. Tout cela, est-ce que cela va s'accompagner? Ou bien ça va se refermer comme une coquille et que ça va continuer sans Mugabe, et aussi avec l'écart de la femme de Mugabe, parce que c'est une bataille entre le vice-président, l'ex et la femme de Mugabe finalement. Absolument. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment tout faire pour que les institutions africaines et internationales disent maintenant au vice-président, aux militaires, d'accompagner le pays vraiment vers une alternance et vers un processus de démocratisation concrète. Alors, on le rappelle donc que le président Robert Mugabe a remis sa démission il y a quelques instants. On va bien sûr revenir sur ce tournant que vit le Zimbabwe dans nos prochaines émissions, mais l'actualité est très chargée, messieurs, ce soir. Et on va tout de suite passer à une autre actualité, à savoir le Togo, avec le président Faure Gnassingbé qui annonce la tenue prochaine d'un dialogue entre le parti présidentiel et l'opposition. L'annonce a été faite ce lundi au terme d'un entretien avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Un dialogue en vue d'aplanir, vous le savez, les divergences qui durent depuis plusieurs mois maintenant au Togo entre pouvoir et opposition. L'opposition qui observe un même mot d'ordre, à savoir la démission du président Faure Gnassingbé. Au sujet de ce dialogue, on écoute justement le président Faure Gnassingbé. Quelles que soient les situations, quelles que soient les évolutions, tout doit se terminer par le dialogue. Et ce dialogue est en cours de préparation. Pour dialoguer, il faut être deux. Donc, ma seule voix ne suffit pas. Les tractations sont en cours. Je pense que d'ici quelques semaines, ce dialogue pourra s'ouvrir. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus puisque les discussions sont en cours avec les autorités dont nous faisons partie, mais aussi avec d'autres chefs d'État. Je pense que quand nous serons autour de la table du dialogue, nous pourrons avancer nos arguments. L'opposition dira pourquoi et comment elle présente cette revendication, et nous pourrons répondre, notamment le parti majoritaire pourra dire pourquoi il est contre ou il est pour. Mais en tout cas, la décision sera consensuelle. Edmond Koundonou, vous faites, je le disais tout à l'heure en début d'émission, de la diaspora togolaise. Alors voilà ce que dit le président Faure Gnassingbé. Pour dialoguer, il faut être deux, a lancé donc le président togolais. Un geste qu'il semble poser comme une main tendue vers l'opposition, mais une main tendue tout en sachant que dans le même temps, c'est le statu quo quand même avec ce projet de révision constitutionnelle qui pourrait bien lui permettre de se représenter en 2020 puis en 2025. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de ce dialogue? Mais ce dialogue est le bienvenu.
c'est tout ce que nous, Togolais, nous souhaitons, hein, que les Togolais puissent s'asseoir autour d'une même table et discuter pour sortir de la situation que nous sommes en train de vivre. Seulement, moi qui suis Togolais, connaissant bien le Togo, je m'inquiète. Je suis inquiet. Je suis inquiet pourquoi? Parce que je suis loin, mais j'écoute les nouvelles du Togo. Et quand vous entendez les revendications au Togo aujourd'hui, c'est des revendications de haine. Les gens se promènent pour prôner la haine. Et on ne peut pas Qui sont ces gens qui prônent la haine? Vous savez, les Togolais, que ce soit d'un bord ou de l'autre, n'ont pas encore compris qu'on ne peut pas faire des changements avec derrière la tête l'intention de se venger. On ne fait pas le changement dans la vengeance. Vous ciblez l'opposition? L'opposition a sa part de responsabilité, puisque je la connais. Je la connais et là, j'ai entendu tout à l'heure le président dire qu'il faut dialoguer à deux. Et ça m'a fait sourire parce que je sais de quoi il parle. Vous allez au Togo aujourd'hui, vous allez discuter avec qui? Avec qui? Alors peut-être Abdel... Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent mieux que moi, mais c'est fou quand même parfois. Abdelkarim. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec ce que dit notre frère. À chaque fois qu'un peuple revendique ses droits ou défend ses droits, c'est tout de suite le langage de la haine qui revient. Non, peut-être qu'ils le font avec passion, qu'ils le font avec détermination. Je préfère plutôt le mot détermination que haine. Et qui est responsable de cela? C'est parce que la société civile, l'opposition et les citoyens répondent toujours par la façon dont le camp d'en face répond à leurs revendications. Et je ne crois pas que M. Faure-Gnassingbé était allé avec un gant de velours pour parler à l'opposition, à la société civile, ni à leurs manifestations. Et ça m'étonne parce que je vois un peu le processus depuis 1999, l'accord cadre de 1999, 2002, avec les élections sanglantes qui ont eu lieu. La position de ce gouvernement et de ses partisans, ça montre très bien qu'ils ne sont pas prêts à accepter ces revendications sur le même niveau d'égalité que l'opposition. C'est ce que dit justement Jean-Pierre Fabre, qui dit voilà, l'opposition est prête à aller au dialogue, mais pas non plus sur un statu quo. Et là, ce qui m'étonne, c'est que je vois bien que le président togolais est en train de sillonner le monde entier pour aller prêcher la bonne parole, qu'il veut le dialogue. Non, c'est pas comme ça. Le dialogue, c'est comme ce qui s'est passé au Gabon. C'est pas le gouvernement qui organise le dialogue. Quand il y a le dialogue, il faut une personne tierce, une institution tierce et neutre, et qui est capable de mettre les deux parties sur le même pied d'égalité et les forcer à aller vers le dialogue, que chacun respecte ses engagements. Ça, c'est très important parce que souvent, certains gouvernements africains ont tendance à promettre, et une fois que les accords sont signés, ils sont les premiers à les violer. Et si l'opposition et la société civile sont très résistantes, je crois que parce qu'ils ont eu la meilleure expérience du passé, et maintenant leur détermination et leur volonté de changement immédiat et l'application de la Constitution de 1992 avec effet rétroactif, c'est que c'est parce qu'ils en ont l'expérience. Pour moi, en tout cas, en tant qu'activiste africain, en tant que jeune africain, je constate vraiment que la détermination de ces citoyens et de l'opposition et aussi, et même l'intransigeance s'explique par le fait que plusieurs fois ils l'ont cru et plusieurs fois ils se sont fait duper. Maintenant, pour la 4e fois, 5e fois, à un moment donné, le peuple... non. Jean-Marie Talley. Alors, il s'avère, en ayant écouté un petit peu tout ça et puis connaissant un petit peu l'histoire du Togo, aussi ce qui se passe au Togo, et de manière, en fait, globale en Afrique, hein, vous avez beaucoup d'opposition, des partis d'opposition qui font des revendications, qui formulent des choses. Mais derrière, on voit très peu les projets de société. On voit très peu les projets qui viennent en remplacement de ce qui a été. Or, ces oppositions-là ont été depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, depuis que les indépendances ont été mises en place, et se sont toujours positionnés sur la critique systématique. Mais on ne s'aperçoit pas et on ne voit pas clairement qu'est-ce que ces oppositions ont. Alors pour l'opposition togolaise, c'est très clair. L'opposition togolaise veut le retour à la Constitution de 1992. Donc là, on veut l'alternance. Ils veulent l'alternance. Alors ils veulent le retour à l'ancienne Constitution. Tout ça, c'est très bien. Mais le monde a évolué. Simplement, quand ils seront au pouvoir,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'en général, quand vous les écoutez, c'est qu'ils ne vous disent pas, ce que les oppositions ne disent pas. Ils font la même chose que les gouvernements qui veulent... Alors, pardon, Jean-Marie Talley, mais quand même, pour que l'opposition puisse arriver au pouvoir, il faut d'abord qu'ils se garantissent une certaine alternance. Vous avez bien dit, Les oppositions il n'y a pas une opposition qui a un programme. Il y a des partis politiques qui ont des programmes. Ce n'est pas une opposition qui a un programme de société. Les partis politiques, ils ont leur programme. On va laisser... Jean-Marie Talley... L'opposition n'a rien à proposer. S'il n'a rien à proposer, ils ne vont pas s'opposer pendant 40 ans. Jean-Marie Talley. Et après, je vous cède la parole. Oui, alors je termine. Simplement, il faudrait que nos oppositions africaines parlent clairement et proposent clairement un projet de société, une alternative à laquelle le peuple peut adhérer. Simplement, malheureusement, on ne les voit pas beaucoup chez nous en Afrique. C'est du pousse-toi là, je m'assois pour faire comme toi ou pour me venger. Ou pour te montrer que... Mais est-ce que ça s'applique aussi au Togo? C'est trop ridicule. Est-ce que ça peut s'appliquer au Togo? C'est possible caricaturer l'opposition à ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas simplement valable pour le Togo, c'est vrai pour la plupart de nos pays. Donc de nos pays africains. Oui, mais le Togo a quand même sa spécificité. Il ne faut pas non plus lui ôter cela. Je vous en prie, d'avoir une opposition quand vous dites qu'il y a une dictature. Voilà, madame a bien résumé la chose. Le Togo a sa spécificité. Comme chaque pays. Il faut faire très attention quand on parle du Togo. Le Togo, c'est un cas à part. Vous avez parlé tout à l'heure, j'ai vu que vous suivez l'information du Togo, ça me fait plaisir. C'est la fake, non? Oui, voilà. Seulement, vous l'avez suivi à partir d'un certain temps. Moi, je vais vous parler, vous savez, depuis quand la révolution a commencé au Togo, la révolution populaire a commencé au Togo? Après l'indépendance. Voilà. Après l'indépendance, et jusqu'à l'arrivée au pouvoir du père 1967. De Faure Gnassingbé. Est-ce que vous savez comment le président Faure Gnassingbé et le président Yadema Gnassingbé est resté au pouvoir? Oui. Voilà. Ce sont les mêmes gens aujourd'hui où leurs pères qui étaient autour, qui ont rédigé la charte du parti unique au Togo, qu'ils nous ont imposé. Et vous voyez les gens qui défilent aujourd'hui au Togo. C'est pourquoi je vous dis, le Togo, c'est un peu spécial. Je vais vous expliquer. Non, mais c'est de dire qu'ils ont travaillé avec si vous le voulez bien, le débat est extrêmement passionnant. On va marquer une courte pause. On va continuer de parler de ce qui se passe actuellement au Togo juste après la pause. À tout de suite.